À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Monsieur Leduc, Hochelaga-Maisonneuve est remplacé par Monsieur Fontesilla, Laurier-Dorion et Monsieur Bérubé, Matane-Matapédia par Monsieur Boissonneau, Arthabasca. Merci beaucoup. Alors, bienvenue, Mesdames et Messieurs les élus. Nous entendrons ce matin les groupes suivants, la Commission de la langue française et Monsieur Pierre Fortin. Je souhaite donc la bienvenue à à nos intervenants, c'est-à-dire les représentants du commissaire de la langue française, M. Rodolphe Parra, M. Benoît Dubreuil, ainsi que M. Dominique Bédard, mais nous avons également en visioconférence M. Éric Poirier. Alors, messieurs, bienvenue. Vous connaissez un peu la procédure. 10 minutes pour vous présenter, ainsi qu'évidemment présenter l'essentiel de votre mémoire. Par la suite, on va avoir une discussion avec les parlementaires. La parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis accompagné, comme vous l'avez mentionné, du nouveau commissaire adjoint, Éric Poirier, Dominique Bédard, secrétaire général, et Rodolphe Parent, professionnel de recherche. On est ici pour discuter du mémoire que nous avons déposé. Les recommandations qui y sont proposées s'appuient sur les travaux qu'on a publiés, en fait, depuis la création du commissaire en 2023. Elles portent sur les différentes composantes d'immigration, soit temporaires et permanentes. Dans un premier temps, nos recommandations visent à accroître le niveau de connaissance du français à l'arrivée au Québec. Notre insistance sur ce point s'appuie sur un constat simple, à savoir que nos efforts de francisation ont eu jusqu'à présent et conserveront, selon toute vraisemblance, une portée limitée. Comme on l'a montré dans nos travaux, la plupart des participants aux cours de français gouvernementaux n'y restent pas suffisamment longtemps pour apprendre à parler le français couramment. Par ailleurs, parmi les immigrants qui ignorent le français à l'arrivée, la plupart connaissent l'anglais et ont ainsi tendance à adopter cette langue à l'arrivée et à la maintenir par la suite. Donc, je rappelle que traditionnellement, au Québec, on a environ plus ou moins le tiers des immigrants qui vont plutôt avoir tendance à adopter l'anglais et il faudrait réduire cette proportion d'environ la moitié pour maintenir le poids relatif du français dans la société. Dans notre mémoire, on souligne que l'exigence de connaissance du français qui est désormais imposée à tous les immigrants économiques contribuera de manière importante à améliorer la situation. Cependant, on recommande aussi d'imposer une connaissance minimale du français pour les travailleurs étrangers temporaires et d'accroître de façon substantielle la part des étudiants étrangers qui étudient en français. Rappelons à ce sujet que tous les immigrants, qu'ils soient permanents ou temporaires, doivent maintenant pouvoir s'exprimer en français pour recevoir des services du gouvernement du Québec. Lors de la consultation précédente, donc en 2023, j'avais souligné que le fait de connaître le français à l'arrivée n'était pas une garantie que les gens allaient par la suite l'utiliser. Donc, pour cette raison, j'avais recommandé au MIFI de se doter d'un mécanisme de suivi et d'une cible d'utilisation du français au travail et dans l'espace public que je fixais à 85 %. Alors, je considère que c'est une recommandation qui est toujours pertinente. Cela dit, depuis 2 ans, avec mon équipe, on a eu l'occasion d'étudier plus en détail les facteurs qui favorisent l'adoption du français comme langue habituelle. Plus particulièrement, il y a 3 facteurs qui nous semblent très importants et prédire une utilisation prédominante du français, qui ont aussi l'avantage d'être faciles à appliquer sur le plan administratif. Ces facteurs sont les suivants. Il y a le fait d'être installé de manière durable à l'extérieur de Montréal et de Gatineau. Il y a le fait d'avoir étudié de manière prolongée en français dans un établissement francophone. Et il y a le fait de travailler dans un secteur où le français réussit à bien se maintenir. La présence au Québec d'un nombre important de résidents non permanents, dont plusieurs souhaitent accéder à la résidence permanente, nous donne la possibilité de sélectionner les personnes qui non seulement connaissent le français, mais aussi qui ont toute probabilité, en fait, de l'adopter de façon habituelle. Nous estimons donc que le MIFI ne devrait pas se limiter à prioriser le recrutement d'immigrants économiques déjà présents au Québec, mais qu'il devrait admettre uniquement des gens qui sont déjà présents au Québec et déjà intégrés de façon durable dans un environnement francophone. D'un point de vue opérationnel, on propose d'appliquer un filtre, comme on le fait déjà avec la connaissance du français, en invitant au PSTQ exclusivement les personnes qui ont évolué pendant au moins 3 ans dans au moins l'un des contextes suivants, donc à l'extérieur des régions de Montréal et de Gatineau,
dans un établissement d'enseignement francophone, dans un secteur économique où le français se maintient fortement. En annexe de notre mémoire, on présente d'ailleurs une liste des secteurs économiques pour les régions de Montréal et de Gatineau où les francophones réussissent à travailler en français dans une grande majorité. Par ailleurs, depuis 2023, nous nous sommes intéressés à la question de l'intégration des personnes immigrantes, en lien avec l'objectif de la Charte de la langue française de faire du français une langue d'adhésion et de contribution à la culture québécoise. Nous avons constaté que les politiques menées au cours des dernières décennies n'ont pas permis de faire naître chez plusieurs personnes issues de l'immigration un sentiment de pleine adhésion et de pleine participation à la société québécoise. C'est un constat qui, je crois, est assez largement partagé et qui a probablement incité le gouvernement à adopter la loi sur l'intégration à la nation québécoise. Dans le cadre des consultations sur ce projet de loi, nous avons fait valoir que la seule manière de cultiver l'adhésion à la culture commune était de favoriser la création de liens suffisamment nombreux et suffisamment significatifs entre les personnes qui sont issues de l'immigration et celles qui ne le sont pas, que ce soit dans les écoles, dans les établissements postsecondaires, dans les milieux de travail ou dans les milieux associatifs. Nous avons soutenu que pour y arriver, la politique sur l'intégration que prépare le gouvernement devrait prévoir des mesures pour assurer la mixité des milieux d'accueil et accroître la fréquence des rapprochements interculturels positifs. Malheureusement, aujourd'hui, la concentration de l'immigration dans les régions de Montréal et de Gatineau vient réduire considérablement les possibilités d'organiser des contacts positifs entre immigrants et non-immigrants, que ce soit dans les écoles, dans plusieurs milieux de travail et dans plusieurs milieux associatifs. Pour cette raison, en attendant l'adoption d'une politique d'intégration efficace, nous proposons d'admettre au PSTQ uniquement les personnes qui sont établies de manière durable en dehors de Montréal et de Gatineau. Prochainement, par ailleurs, nous présenterons des propositions plus concrètes visant spécifiquement la politique sur l'intégration que prépare le gouvernement. Ça m'amène à la question des volumes d'admission. Le gouvernement propose 3 scénarios, entre 25 000 et 45 000 personnes. Pour reprendre l'argument que j'ai présenté à la consultation précédente, le scénario le plus élevé pourrait ne pas être problématique, mais seulement si le MIFI peut nous garantir que les personnes admises non seulement connaissent le français, mais aussi sont intégrées dans des milieux où le français est la langue habituelle et ont eu l'occasion d'établir des contacts positifs et significatifs avec des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. En d'autres mots, pour accueillir un nombre plus élevé d'immigrants tout en atteignant les objectifs de la Charte de la langue française, il faudrait appliquer des filtres similaires à ceux que j'ai décrits et doter le Québec d'une politique d'intégration efficace. Par ailleurs, nous recommandons au gouvernement du Québec de réduire légèrement la part de l'immigration économique de façon à rétablir un équilibre à long terme entre celle-ci et le regroupement familial. L'augmentation de la part de l'immigration économique depuis plusieurs années a contribué à créer un goulot d'étranglement du côté du regroupement familial, ce qui n'est pas souhaitable ni soutenable à long terme. Je mentionne cependant que l'utilisation du français parmi les personnes parrainées demeure encore trop faible et qu'il faut impérativement trouver des manières de l'accroître en travaillant avec le gouvernement fédéral. Sur la part, ça m'amène à parler en fait des autres catégories d'immigration, celles que le Québec ne contrôle pas. Alors, du côté de l'immigration temporaire, nous sommes d'accord avec le gouvernement pour dire que la gestion fédérale du programme de mobilité internationale nuit considérablement aux Français et, de notre point de vue, ne respecte pas l'esprit de l'accord Canada-Québec en immigration. Nous réitérons que la connaissance du français devrait être exigée à l'obtention d'un permis de travail post-diplôme et du permis de travail de conjoint. Rappelons que les services publics du Québec sont donnés exclusivement en français en vertu de la Charte de la langue française, même auprès d'immigrants qui arrivent par une voie que le Québec ne contrôle pas, et le gouvernement fédéral devrait en prendre acte. Pour ce qui est de la multiplication des politiques d'intérêt public, elles sont souvent déployées par Ottawa à des fins humanitaires, mais sans aucune stratégie de francisation ou d'intégration des personnes admises. Ce problème est semblable à celui avec l'accueil des personnes demandeuses d'asile, dont le nombre continue d'être très élevé. Alors, j'en ai parlé dans mes rapports et je souhaite de nouveau tirer la sonnette d'alarme quant à l'absence de stratégie crédible qui permettrait d'assurer la francisation et l'intégration à la culture québécoise des quelques 200 000 personnes arrivées au cours des 10 dernières années comme demandeurs d'asile. Pour l'instant, les demandeurs d'asile ont accès à des services de première ligne. Cependant, en dehors d'une prise en charge de quelques jours à leur arrivée, ces personnes sont pour l'essentiel laissées à elles-mêmes. Alors, si elles parlent anglais, il y a de fortes chances qu'elles adoptent cette langue de manière habituelle.
Si elles parlent seulement une langue tierce, elles sont susceptibles de se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, voire à la merci d'employeurs ou d'intermédiaires mal intentionnés. Alors, pour l'instant, les sommes qui sont réclamées par Québec à Ottawa ne visent qu'à couvrir le coût des services qui sont imputés directement aux demandeurs d'asile. Elles n'ont rien à voir, de mon point de vue, avec les investissements réels qui seraient nécessaires pour assurer leur francisation et leur intégration à long terme. Nous réitérons donc que le gouvernement du Québec doit exiger une réforme du système d'asile canadien ainsi que la conclusion d'une entente fédérale provinciale qui assurerait la répartition des demandeurs d'asile à travers le Canada ainsi que leur prise en charge complète pendant la durée nécessaire à leur francisation et à leur intégration. Voilà, alors j'arrive à ma conclusion et je vous remercie en fait de votre attention. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer les échanges avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la banquette gouvernementale avec M. le ministre. Vous bénéficiez d'une période de 14 minutes 15 secondes. Merci, Madame la Présidente. Je salue à nouveau les collègues qui sont présents des deux côtés de la table. Merci à l'équipe du commissaire à la langue française d'apporter cet angle de la langue française, puis au-delà de ça, l'angle de la culture québécoise, l'intégration. Vous avez fait référence à notre nouveau modèle d'intégration, l'intégration nationale, qui passe à travers la langue française. Quelques questions sur des points que vous avez soulevés, peut-être pour mieux comprendre votre proposition, la réflexion derrière. Vous avez parlé du permis de travail post-diplôme. Vous avez dit qu'il faudrait avoir une maîtrise du français. Donc, et c'est le gouvernement fédéral qui émet ce permis de travail, c'est pas nous, malheureusement. C'est pas déjà le cas en réalité. On offre le choix aux gens de démontrer la connaissance du français ou de l'anglais. Vous souhaiteriez qu'il en soit autrement, puis vous développer un peu. Absolument. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens qui obtiennent un permis de travail post-diplôme doivent démontrer un niveau 7, soit en français, soit en anglais. L'enjeu, évidemment, comme vous le savez, c'est que parmi les étudiants étrangers au Québec, vous avez 40 à 45 des gens historiquement qui vont être inscrits dans un établissement anglophone. Le taux de connaissance du français parmi ces gens-là, il est très, très faible. On l'a démontré dans nos travaux sur l'immigration temporaire. Donc, ça représente un gros bloc de personnes. Quand on parle du PMI, là, donc la composante la plus importante, évidemment, c'est les titulaires de permis post-diplôme et les conjoints. Le taux de connaissance du français dans ces catégories, il est très faible. Donc, l'objectif en demandant un niveau 7, évidemment, c'est de s'assurer que les gens qui restent au Québec de manière durable ont les compétences linguistiques qui vont leur permettre de fonctionner en français, de travailler en français. Et je dis que ça va un peu à l'encontre de l'esprit de l'accord Canada-Québec. Je m'explique. C'est que l'accord Canada-Québec visait à transférer au gouvernement du Québec la responsabilité de l'immigration qui était de nature économique, ce qui n'était pas de nature humanitaire ou morale. Alors, le permis de travail post-diplôme, il a été inventé pour faire le pont entre les permis d'études et l'accès à la résidence permanente. Alors, l'absurdité, elle est là. C'est que le gouvernement québécois, on reconnaît sa légitimité sur les permis d'études et sur l'immigration économique, mais le morceau qui est entre les deux, qui sert à faire le pont entre l'un et l'autre, il est resté sous la gouverne du gouvernement fédéral. Alors, pour moi, c'est très problématique comme situation. Oui, probablement même incohérent, d'autant plus qu'on a une langue officielle au Québec, dans notre charte de langue française. C'est la langue française, donc le permis de travail devrait être donné si on maîtrise la langue officielle de l'État où on veut s'installer. Ici, c'est le Québec, c'est le français. Et je vais me permettre un petit commentaire éditorial. Certaines institutions anglophones auraient pu utiliser les fonds pour franciser leurs étudiants, tel qu'on leur demandait de le faire, pour qu'ainsi ils maîtrisent la langue et obtiennent ce permis-là, plutôt que de contester des règles où on invitait de franciser. Ça aurait été, disons, meilleure utilisation des fonds en enseignement supérieur. Pour ce qui est du programme Mobilité internationale, qui relève d'Ottawa encore, vous dites qu'il faudrait que le gouvernement fédéral exige, encore une fois, la maîtrise du français. On est bien d'accord avec ça. Ottawa a ouvert la porte, mais pour certaines personnes du programme Mobilité internationale, pas 100%. Est-ce que vous croyez que ça devrait être 100%? Et est-ce que vous croyez qu'on devrait inclure les conjointes de ces personnes? Alors,
Pour moi, les composantes les plus évidentes, c'est celles que j'ai mentionnées. C'est le permis post-diplôme et les conjoints. C'est quand même un gros morceau là, dans le PMI. Ensuite, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont liées aux accords de libre-échange qui permettent une mobilité de la main-d'œuvre pour des travailleurs qui sont très spécialisés, inter-entreprises. Ça, de mon point de vue, c'est des exceptions qui sont peut-être un petit peu moins importantes en termes de nombre. Aussi, on sait que dans le PMI, il y a une grosse partie que c'est travail-vacances, en fait. Là. Et ça, c'est beaucoup des Français. Donc, dans cette catégorie-là, il n'y a pas vraiment d'enjeux. Les enjeux, pour moi, donc j'y reviens, le post-diplôme, les conjoints. Donc, oui, je pense qu'on pourrait demander un minimum de français avant la délivrance d'un permis de conjoint. On pourrait discuter du niveau. Et l'autre qui est très important, c'est les PMI qui sont délivrés pour les politiques d'intérêt public. Hein. Donc, ça, c'est un enjeu. On l'a vu. Prenons le cas des Ukrainiens, par exemple. C'est peut-être le cas le plus important ces dernières années. On a une réponse du gouvernement du Canada qui est tout à fait légitime à une situation internationale. Il y a des gens qui arrivent avec des permis de travail, mais quel est le plan à long terme? Quel est le plan à long terme, par exemple, avec tous les Ukrainiens qui sont venus sur des PMI? Est-ce que le but, c'est que les gens éventuellement retournent dans leur pays ou on pense que c'est bien d'avoir un chemin vers la résidence permanente pour la plupart d'entre eux? Quand on utilise des outils comme ceux-là pour gérer des réponses à des crises humanitaires, on crée des situations à long terme qui deviennent assez rapidement difficiles à gérer. Alors, moi, je pense que le gouvernement du Canada peut avoir la légitimité de créer des programmes comme ça pour répondre à des situations internationales exceptionnelles, mais s'il n'y a pas de plan pour que les gens retournent dans leur pays, à ce moment-là, il faut mettre des fonds pour que les gens s'intègrent. Puis dans le cas des Ukrainiens, par exemple, ça n'a pas été fait. Il y a eu des petites allocations qui ont été mises sur pied, mais on n'a pas payé les gens, couvert la subsistance des gens pendant l'année ou l'année et demie dont ils auraient eu besoin pour vraiment devenir bons en français. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prend des décisions à court terme sans réfléchir à la francisation à long terme, parce que du côté fédéral, visiblement, on n'a pas envie de mettre les centaines de millions, voire les milliards de dollars qui seraient nécessaires pour prendre réellement en charge ces personnes-là. C'est le même problème, à mon avis, du côté des demandeurs d'asile. Merci. Puis, parlant des demandeurs d'asile, quand je regarde à la fois, au début, il y avait le tableau synthèse, les recommandations, que ce soit la 5 ou la 11, vous parlez d'une répartition. Le gouvernement du Québec doit exiger une réforme des systèmes d'asile canadiens et la conclusion d'une entente fédérale provinciale qui assurera la répartition des demandeurs d'asile, leur prise en charge complète. D'après vous, ça devrait être à l'entrée, ça devrait être au moment de l'émission du permis de travail. Est-ce qu'on pourrait leur donner un permis de travail géolocalisé, par exemple, pour assurer une juste répartition de demandeurs d'asile à l'intérieur du Canada? À quoi vous pensez quand vous avez écrit répartition à la fois dans votre recommandation 5 et 11? Commencer avec la question du permis de travail. Je sais que les gouvernements qui ne veulent pas dépenser trop pour soutenir les demandeurs d'asile trouvent qu'en général, c'est une bonne idée de donner très rapidement des permis de travail. Mais je reviens à mon rôle, là. Quand vous avez quelqu'un qui arrive au Québec, qui ne parle pas français, puis vous lui donnez un permis de travail, il y a 2 choses qui peuvent arriver. La première, c'est que cette personne-là parle anglais et elle va aller s'insérer dans un milieu plutôt anglophone. On ne peut pas lui reprocher, c'est normal. Et la deuxième possibilité, c'est que la personne ne parle ni l'une ni l'autre des 2 langues. Et là, à ce moment-là, moi, je pose la question, est-ce que cette personne-là est vraiment protégée? Moi, je pense qu'arriver à Montréal maintenant, avec l'aide sociale, vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas anglais. C'est quoi votre plan pour ne pas être vulnérable? Vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Donc, c'est quoi le plan par rapport à ces gens-là quand on leur donne un permis de travail? Moi, je pense qu'on devrait se doter au Québec d'un système. Je sais, en Europe, il y a plusieurs systèmes, justement, où il y a une prise en charge des gens. Je ne dis pas que c'est des systèmes qui fonctionnent nécessairement très bien. C'est des systèmes qui coûtent cher. C'est des systèmes qui sont lourds à déployer sur le plan logistique. Mais au moins, on sait où sont les gens. Ici, on ne sait même pas combien il y a de demandeurs d'asile. Il n'y a aucun suivi. Moi, je ne sais même pas combien d'entre eux ne parlent pas français, combien d'entre eux ne parlent pas français à l'arrivée. Le gouvernement fédéral n'est pas capable de nous donner ces informations-là. Okay? Donc, au moins, en Europe, quand il y a une prise en charge, on sait où sont les gens, on sait qu'ils sont nourris, on sait qu'ils sont logés, on sait qu'ils ont un toit sur la tête. Okay? Puis ensuite, on fait le traitement de leur dossier. Le problème qu'on a évidemment aussi au Canada, c'est que les gens sont admis, sont complètement laissés à eux-mêmes. On a un délai de traitement qui est rendu de 3, 4, 5 ans. Et là, on se dit, c'est bon, les gens sont protégés. Mais je suis désolé, les gens sont dans une situation très vulnérable. Et moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai confiance que la francisation va bien. On voit dans les données de francisation, les gens ne sont pas inscrits.
je ne peux pas vous dire que l'intégration va bien non plus. On sait que la concentration est très, 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 très forte à Montréal, que les gens se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas la possibilité comme ça de s'épanouir, de se faire plein d'amis québécois, puis on n'est pas là-dedans, là. Donc, la prise en charge des gens, la francisation des gens, la répartition des gens en sachant qui les prend en charge, dans quelle province, c'est un mécanisme aussi pour les protéger, pour assurer qu'ils ne soient pas vulnérables. Puis c'est un mécanisme de bienveillance pour assurer à terme une intégration, puis qu'ils ne soient pas gobés par des réseaux criminels ou qu'ils ne soient pas gobés par un réseau d'économie souterraine avec... OK, je vous remercie. C'est ça qu'il y avait derrière votre réflexion. Sur la question de personnes qui sont admises, je suis à votre recommandation 9, là, sur l'immigration permanente. On parle de l'admission de personnes établies dans les RMR de Montréal et Gatineau. Donc ça, ce sont les régions métropolitaines de recensement. Il y a eu pas mal de discussions sur, par exemple, à Montréal, est-ce qu'on considère la CMM? Est-ce qu'on considère la RMR? Est-ce qu'on considère les régions administratives du Québec? Quand on regarde la RMR, la région métropolitaine de recensement, c'est quand même assez grand. Là, ça se rend jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous pensez que l'enjeu de la vitalité de la langue devrait être considéré dans une région aussi large? Moi, j'ai mes doutes là-dessus, mais j'aimerais ça vous entendre. Je pense qu'entre Montréal, Longueuil-Laval versus Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, on est dans des réalités différentes. Je pense qu'on peut en discuter effectivement. C'est sûr que rendu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la dynamique socio-culturelle est différente de ce qu'on va avoir à Parc-Extension ou dans le Côte-des-Neiges. C'est indubitable. Mais le point de base, c'est que à Montréal et à Gatineau, c'est facile pour une personne d'arriver, de se retrouver dans un quartier où il n'y aura que des immigrants récents, de se retrouver dans une école où ses enfants ne feront que fréquenter des enfants d'immigrants récents, de travailler dans un milieu de travail où il n'y aura aussi que des immigrants récents. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer pour cette personne-là, mais l'enjeu qu'on va avoir collectivement, c'est qu'avec le temps, si on n'a pas suffisamment de liens entre les gens qui sont issus de l'immigration et les gens qui ne sont pas issus de l'immigration, si on n'a pas des liens significatifs et nombreux qui se développent, bien, les gens vont vivre côte à côte, mais ils vont développer des préjugés, ils vont développer des stéréotypes, ils vont avoir différents types de rancœurs, d'accusations qu'ils vont faire les uns contre les autres. Et ça, à mon avis, ça va à l'encontre des objectifs de la Charte de la langue française, parce que pour développer le sentiment d'adhésion à la culture québécoise. C'est l'objectif quand même que vous êtes donné comme parlementaire en révisant la Charte. Il faut qu'il y ait des liens. Mais ça devient difficile à Montréal, des fois, d'organiser les liens. Vous avez des jeunes qui grandissent dans plusieurs écoles à Montréal, et la première personne qui n'est pas issue de l'immigration qu'ils vont rencontrer comme père, ça va être peut-être au cégep ou à l'université. Donc, comment on renforce ces liens-là? Pour moi, c'est vraiment ça le défi que vous avez avec la politique d'intégration que vous êtes en train de préparer au gouvernement. Oui. Merci beaucoup pour l'éclairage que vous apportez. Je pense que j'ai des collègues qui veulent vous questionner. Merci. Alors, je laisse la parole à la députée de Vimont. Il reste 2 minutes 10 secondes. Merci. Bonjour, M. Dubreuil. Peut-être juste rapporter un petit élément. Là, tantôt, vous parliez de francisation de demandeurs d'asile. Sachez quand même que sur les 91 000 de personnes francisées l'année passée, il y en a 6 000 demandeurs d'asile aussi qui ont été pris en charge. Donc, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un petit peu un questionnement là-dessus. Ce n'est pas ma question. En fait, au tout début, vous avez parlé de l'effort de francisation, que la portée était limitée et puis que les étudiants n'étaient pas là suffisamment pour apprendre ou du moins pour parler le français. Est-ce que vous parlez à ce moment-là du temps en termes de mois, en termes de formation? Est-ce que la formation doit être plus poussée? Est-ce qu'elle doit être davantage, je ne sais pas, imposée? Comment vous arrivez à ce constat-là? Bien, c'est le résultat des 2 rapports qu'on a fait sur le déploiement de Francisation Québec. C'est sûr que le problème de base, il est facile à comprendre, c'est que les gens arrivent, qu'ils soient des étudiants ou qu'ils soient des travailleurs ou des demandeurs d'asile, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la francisation parce qu'il y en a beaucoup, soit ils sont en mode survie, soit ils ont calculé leur projet migratoire de façon un peu serrée sur le plan financier. Donc, les gens ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler beaucoup. Donc, faire l'investissement linguistique qui est nécessaire pour atteindre un niveau d'aisance complète, quand par ailleurs, vous savez, à Montréal, on peut fonctionner en anglais. Donc, si vous essayez de fonctionner à Montréal en anglais, il n'y a rien qui va vous empêcher de le faire. Donc,
elle est vraiment là, la difficulté. C'est comment on amène les gens à mettre non pas 150 ou 200 heures à leur francisation, c'est ce qu'on voit en ce moment au temps partiel, mais 800, 1000, 1200 heures, pour que les gens n'aient pas seulement une petite base qui leur permet d'interagir dans des interactions très, très, très simples quand on va au dépanneur puis on dit merci, bonjour, mais avoir la capacité de socialiser en français, d'occuper un emploi autre que de services de base, de se faire des amis, de consommer de la culture. Merci. Merci beaucoup. Le temps vient de se terminer pour la banquette gouvernementale. Je me tourne du côté de l'opposition officielle avec le député d'Acadie pour une période de 8 minutes 33 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Monsieur le Commissaire, et salutations à vos collègues. Merci d'être avec nous. Merci pour votre mémoire également et vos réflexions. J'aurais quelques questions, surtout des questions d'éclaircissement avec vous après une lecture attentive de votre mémoire. À la recommandation 3, vous parlez du programme de mobilité internationale et vous suggérez que le MIFI exige finalement d'Immigration Canada, parce que le PMI, c'est un programme fédéral, que les candidats au permis de travail post-diplôme aient une connaissance du français au niveau 7 et ça devrait être exigé aussi des conjoints étudiants, des conjoints des travailleurs étrangers. Est-ce que, pour en arriver à cette recommandation-là, est-ce que vous êtes basé, quel chiffre avez-vous pris? Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui ont ces permis-là? Parce qu'évidemment, quand on parle de francisation, et on en a parlé, vous et moi, dans d'autres forums ici au Parlement, il y a souvent des enjeux. Alors, je voudrais juste comprendre sur quel chiffre vous vous êtes basé, puis ça représenterait quoi approximativement comme nombre de personnes? Sur les permis post-diplôme, il faut faire attention parce que ça change quand même d'année en année. Je pense qu'on est autour de 40 000 personnes, des titulaires de permis post-diplôme. On peut présumer qu'il y en a peut-être, grosso modo, la moitié qui ne parlent pas vraiment français. Du côté des permis de conjoint, je n'ai pas les derniers chiffres derrière moi. C'est peut-être quoi, 20 000 peut-être? Je n'ai pas exactement les derniers chiffres. Exactement, puis on est à peu près sur les mêmes proportions. Mais c'est sûr que là, c'est en train de diminuer. Il faut être conscient, c'est en train de diminuer parce qu'il y a eu des restrictions qui ont été apportées, notamment pour les conjoints d'étudiants du côté du gouvernement fédéral. Et ça, le nombre de conjoints d'étudiants va diminuer. Ouais. Il y a aussi, évidemment, les conjoints de travailleurs temporaires. Avec les restrictions sur les temporaires, ça va... Donc, pour l'instant, ça diminue. OK. Je vous posais la question parce qu'en fait, je pense que ça englobait le PMI au grand complet, mais j'essayais de voir avec vous quel pourrait être l'impact, évidemment, sur la francisation, parce qu'on est tous d'accord. Le français, c'est notre langue officielle, c'est notre langue commune, il faut la parler. Mais quand je regardais les chiffres du gouvernement pour le PMI, je ne sais pas si vous avez pris ces chiffres-là, dans un article de Mme Geneviève Lajoie du Bureau parlementaire publié en juin 2022, on soulignait dans l'article que pour le PMI, il y avait 62 000 personnes, 62 270. Mais là, c'est l'ensemble. Dans le cahier de consultation du gouvernement, parce qu'il y a eu une consultation sur la planification en 2023, pour 2024-2027, en 2021, dans le PMI, on donnait 64 120. Mais dans le cahier qu'on a présentement en 2021 dans le PMI, si je comprends bien, là, on serait passé de 131 540. On ne parle pas des mêmes chiffres du tout. Puis dans le cahier du gouvernement, qui est récent, là, publié en 2023, il y en avait 64 000. Puis là, aujourd'hui, il y en aurait 131 540. Fait que, quel chiffre avez-vous pris? Puis évidemment, vous comprendrez, compte tenu des chiffres que le gouvernement nous donne, puis je relisais l'article de Mme Lajoie, évidemment, l'impact ne sera pas le même. Alors, j'aimerais juste comprendre avec vous quel serait l'impact, puis qu'est-ce que ça donnerait, puis est-ce qu'on a la capacité de le faire? Il faut comprendre que depuis 3 ou 4 ans, les chiffres ont bougé d'une façon absolument spectaculaire parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants, par exemple, étrangers, avec le nombre de personnes qui ont... Il y a eu des gros changements dans les politiques aussi. Donc, on peut trouver 131 000, c'est ça, le nombre de titulaires uniques du PMI au 31, ça c'est au 31 décembre 2024. Consultation du gouvernement en 2025, c'est à la page 25, titulaire d'un permis valide au 31 décembre, puis ça semble être la même catégorie que dans le document qu'on avait en 2023.
Là, pour le PMI, je comprends que c'est probablement tout l'ensemble, mais là, on serait passé avec la même année, là, 64 000 à 131 000. Fait qu'ils sont arrivés où? Il y a peut-être un enjeu qu'il faut mentionner là, du côté du gouvernement fédéral, c'est que le gouvernement fédéral tient l'inventaire des permis au 31 décembre, puis il prend aussi le nombre de permis qui sont émis, délivrés dans l'année où il peut y avoir des renouvellements. Donc, il faut voir, là, c'est sûr que c'est les deux mêmes chiffres auxquels vous faites référence. Puis il y a une troisième difficulté aussi, c'est que là, on parle de nombre de permis. On ne parle pas nécessairement de nombre de personnes. Donc, depuis plusieurs années, il y a des débats internes méthodologiques entre Statistique Canada et IRCC pour savoir comment on calcule des personnes sur la base de permis. Parce que le gouvernement du Canada n'est pas capable d'informer les citoyens de façon adéquate sur le nombre de personnes qu'il y a sur le territoire. On ne sait pas si les gens sont partis. On sait pas, par exemple, chez les étudiants étrangers, on sait qu'on a délivré un permis, mais ensuite, est-ce que les gens sont ici ou est-ce qu'ils ne sont pas ici? Il n'y a aucune façon pour le gouvernement de le savoir parce que les sorties ne sont pas contrôlées. Donc, ça fait des années que Statistique Canada essaie de développer des modèles en essayant d'aller croiser différentes bases de données pour savoir combien il y a de personnes au Canada. Puis, tous les débats méthodologiques qu'on a eus découlent aussi de ça. Donc, voilà. Je comprends. En 2024, moi, j'avais fait une suggestion au gouvernement, parce que dans l'opposition officielle, ils nous disent d'être constructif. Et j'avais suggéré au gouvernement de ramener dans le giron du Québec, compte tenu de l'entente que nous avons, la gestion du PMI au grand complet. Parce qu'évidemment, on parle de travailleurs d'étudiants étrangers. Bon. Vous, je comprends que dans votre recommandation, vous y allez peut-être pas pour la totale, mais vous avez finalement certaines catégories. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de le rapatrier au complet pour qu'on soit capable de contrôler notre immigration? Mais je ne suis pas contre. Cela dit, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a de petites catégories au PMI qui sont liées à des ententes internationales de libre-échange. Donc ça, est-ce que ça ferait partie de la compétence? On rentre plus dans la compétence exclusive du gouvernement du Canada. Par contre, quand on crée un programme comme programme vacances-travail, les PVTistes, là, ça, honnêtement, il n'y a pas d'accord international de raison suprême de l'État autour de ça. L'enjeu est peut-être plus autour de ce que j'ai appelé les politiques d'intérêt public. Donc, le Canada se garde le droit, comme on a vu avec les Ukrainiens ou dans le cas d'autres situations humanitaires, d'admettre massivement des gens en délivrant de façon massive des permis de travail. Là, ça soulève un problème de collaboration fédérale-provinciale. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des coûts reliés à cet accueil-là qui sont automatiquement transférés aux provinces. Et là, comment le gouvernement fédéral s'assure qu'il est équitable envers les provinces quand il accueille, je ne sais pas, quelques centaines de milliers d'Ukrainiens, par exemple? Ça, pour moi, ça demeure un enjeu. Oui, et là-dessus, je vous rejoins. Et puis d'ailleurs, il y a aussi toute la catégorie des demandeurs d'asile, des réfugiés sur place, qui sont véritablement de la compétence du fédéral. Là. Et parlant de ça, justement, votre recommandation numéro 10 traite, entre autres, du regroupement familial. Je le disais hier, puis je l'ai dit dans mes remarques préliminaires, le regroupement familial, pour moi, pour ma formation politique, c'est fondamental, c'est hyper important. On le sait, présentement, au Québec, les délais sont d'à peu près 4 ans. Donc, et puis c'est à peu près 13 mois ailleurs dans le Canada. Donc, ces gens-là vivent un drame humain. D'ailleurs, on avait hier un groupe qui est venu nous parler de ça, Action Réfugiés Montréal, et il y a des gens qui vivaient ce drame-là et qui nous ont parlé, évidemment, de l'impact psychologique d'attendre 3 ou 4 ans avant de réunir les familles. Je trouve ça totalement inhumain pour ma part. Maintenant, ceci étant dit, j'avais fait une proposition au gouvernement de réduire la liste à 2 ans. Est-ce que votre recommandation va dans ce sens-là? À évaluer, en fait, parce que... Je dois vous arrêter. Malheureusement, le temps de l'opposition officielle est terminé. On va poursuivre avec le député de Laurier-Dorion pour 2 minutes 51 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, M. Dubreuil. Salut vos collègues également. J'ai très peu de temps. Je vais aller du côté de la réunification, les programmes de regroupement. Et donc, on a un programme d'immigration
l'immigration économique, qui est supposément le principal programme. Vous dites qu'il faut le réduire considérablement pour faire de la place à la réunification, aux épouses, époux, enfants, etc. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a un grand problème. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Mais en plus, vous dites là, que ces personnes-là devraient déjà arriver avec une connaissance du français. Mais je me dis que vous nous expliquiez davantage cet élément-là. Ça paraît un peu contre-intuitif qu'on dise on a besoin d'immigrants économiques, mais on doit faire plus de place aux époux, conjointes et enfants. Bien, ça me permet de répondre à la question précédente en même temps. Donc, si je recule un peu dans le temps puis je regarde la dynamique des dernières décennies, on a toujours eu à peu près une moyenne dans l'immigration de 2 immigrants économiques pour une personne au regroupement familial. OK? Puis, je n'ai pas examiné le détail des chiffres, mais je pense que ça fonctionnait relativement bien. Ça finissait par s'équilibrer. C'est sûr que depuis quelques années, au Québec, pour des raisons légitimes, on a dit on va augmenter la part de l'immigration que contrôle le Québec. Donc, on va augmenter l'immigration économique. Mais évidemment, il y a un lien causal là, entre les immigrants économiques et le regroupement familial. Le regroupement familial, ça vient en partie parce qu'il y a des Québécois qui voyagent, qui tombent en amour à l'étranger, mais ça vient aussi beaucoup d'immigrants économiques qui sont venus puis qui font venir ensuite des membres de la famille. Donc, il y a les deux voies. Donc, moi, ce que je dis, c'est que vraisemblablement, quand on a augmenté l'immigration économique au cours des dernières années, on a brisé cet équilibre-là, puis il faudrait voir pour le retrouver, parce que c'est sûr qu'à long terme, c'est pas soutenable. Ensuite, la question du français, je comprends bien le point que vous mentionnez. Je suis d'accord, mais la réalité, c'est que les chiffres demeurent quand même pas très bons pour ce qui est de l'utilisation du français parmi les personnes parrainées. Il y a beaucoup de gens qui vont venir au Québec à travers le regroupement familial. L'utilisation de l'anglais, notamment, demeure beaucoup trop important, 2 fois plus important, en fait, que dans la population, ou 3 fois plus important. Donc, comment on agit? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que c'est plus d'argent? Et si oui, qui va mettre cet argent-là? Parce que, visiblement, on n'atteint pas nos objectifs à travers le regroupement familial en termes d'apprentissage et d'utilisation du français. Peut-être qu'en francisant beaucoup l'immigration économique comme on l'a fait, il y aura des répercussions positives sur la situation du français dans le regroupement familial. On peut l'espérer. Mais pour l'instant, moi, je regarde la composition de la liste d'attente. Là, on a la composition par pays, la composition par langue déclarée. Puis la situation demeure assez défavorable. Merci. Merci beaucoup. On poursuit la discussion avec le député d'Arthabasca pour une période de 2 minutes 51 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Dubreuil, pour votre présentation et votre travail. Votre proposition, là, numéro 5, recommandation numéro 5, vous dites que le gouvernement du Québec doit exiger une réforme du système d'asile canadien et la conclusion d'une entente fédérale provinciale sur les demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui empêche cette entente-là? Bien, là, je ne veux pas trop rentrer dans les éléments politiques, mais c'est sûr que dans un système fédéral, puis il y a d'autres cas à travers le monde, la personne qui contrôle les frontières, ce n'est pas la même personne qui paye pour l'intégration des gens puis qui subit les conséquences des coûts si l'intégration ne fonctionne pas bien. Il y a cet élément-là, puis il y a peut-être un élément de pas dans ma cour aussi, je pense, avec les autres provinces, parce que même s'il y a eu une volonté, en fait, de mobiliser les autres provinces autour de cet enjeu, on n'a pas senti non plus dans les autres provinces une volonté débordante de dire « oui, c'est bon, on va vraiment mettre l'épaule à la roue ». Puis, donc, je pense qu'il y a un enjeu de coordination fédérale provinciale, comme il en arrive parfois dans les fédérations. Je ne sais pas quelle est la réponse à cette situation-là, mais je veux quand même tirer la sonnette d'alarme. En ce moment, ça ne va pas bien. En l'absence de collaboration du gouvernement fédéral, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus pour faire le suivi pour les demandeurs d'asile que le gouvernement du Québec peut faire? C'est une très, très bonne question. Je pense qu'on rentre dans des éléments peut-être plus de la stratégie politique ou de la stratégie de négociation ou comment on mobilise les gens autour de ça. Je n'aurais pas nécessairement de réponse précise à vous donner, malheureusement. J'aimerais ça revenir à une partie de la question de M. le ministre sur les permis géolocalisés pour les demandeurs d'asile ou les permis de travail. Je sais que ça se fait à certains endroits. En Allemagne, je pense. On commence par 3 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire ici au Québec? Je pense que de manière générale, il faut trouver une façon de répartir les demandeurs d'asile dans des contextes d'accueil qui sont favorables.
soyons clairs, là, ça va coûter de l'argent. On ne parle pas de dizaines de millions de dollars, on ne parle pas de centaines de millions de dollars. Il faut que le gouvernement fédéral dépense des milliards de dollars pour mettre en place un tel système. Il faut que les gens soient répartis dans des contextes favorables. Oui. Difficilement applicable, mais c'est théoriquement quelque chose qui pourrait fonctionner. Oui, puis je ne veux pas, encore une fois, avoir des lunettes roses par rapport aux différents systèmes qui se mettent en place en Europe, mais quand même, au moins, ils essaient de gérer la situation, alors qu'au Canada, on reste pour l'essentiel dans un système de laisser-faire. Monsieur Dubreuil, j'aimerais ça vous entendre sur cette absence de sentiment de pleine adhésion, quand vous avez parlé d'intégration, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, puis quelle est la conséquence de ça? Écoutez, je ne veux pas avancer trop là-dessus parce qu'on est en train de préparer justement quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans cette direction-là. En terminant? Mais c'est sûr que la Charte de la langue française définit ça comme un objectif. On dit qu'on veut que les gens adhèrent et contribuent pleinement à une culture commune. De communication. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est tout le temps que nous avions pour cette audition. Merci pour l'apport à nos travaux. Nous allons suspendre quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe.